merci de votre présence, même si on n'est pas très nombreux. Je pensais bien qu'on allait avoir un petit peu plus de monde en milieu des vacances, mais bon, c'est toujours pareil, c'est difficile de rassembler tout le monde pour parler du plan local d'urbanisme, du plan d'aménagement de développement durable et puis des projets. Donc cette réunion, elle se cale dans un planning qui se veut être opérationnel pour un PLU qui serait adopté à la fin de l'année 2025. Nicolas vous fera tout à l'heure, Nicolas Grémy d'ailleurs, que vous connaissez peut-être pas, ceux qui n'ont pas l'occasion de le voir, c'est lui qui s'occupe de la partie urbanisme et qui suit donc tous les projets de la commune et notamment ce dossier. Donc on part dans l'idée et il vous fera tout à l'heure un rétro-planning de ce qu'il est bon de savoir. Et cette réunion se trouve dans le début de la concertation de notre plan local d'urbanisme. Alors vous allez dire encore un PLU, et c'est vrai que depuis 20 ans, on en parle pas mal des PLU. Les PLU, ils vont, ils viennent, ils changent, ils sont quelquefois annulés, mais ce qui est certain, c'est qu'ils ont tous un objectif qui est bien précis et qu'il faut essayer de tenir, en tout cas qu'il faut une ligne qu'il faut se donner. Le PLU qu'on avait de 2019, Nicolas vous en parlera aussi des raisons de l'annulation, a été annulé. Ça ne nous pose pas vraiment de problème parce que c'est un PLU qui, de toute façon, avait un axe de lit touristique qui était important puisqu'à l'époque, on manquait cruellement de lit touristique. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a en partie résolu le problème. Je dis bien en partie à l'état d'aujourd'hui, parce que vous savez que là aussi, Nicolas vous en parlera, les prochaines lois, et qui en fait bloquent toute possibilité de construction dans l'avenir, fera que uniquement sur les rénovations, on travaillera uniquement sur les rénovations, et il n'y aura plus de possibilité de faire autre chose que de la rénovation. Et du coup, eh bien, c'était un facteur pour nous assez bloquant qui nous a amené à faire des lits dans une période assez courte, puisque de 7 000 lits touristiques, on est remonté aujourd'hui à peu près à 12 000. Et la bonne nouvelle, par contre, depuis 5 ans, c'est qu'on a beaucoup de propriétaires qui se sont mis à louer leur appartement. On le voit sur la taxe de séjour sur Airbnb, on le voit aussi quand on fait des réunions pour Tomorrowland, on a beaucoup de propriétaires qui louent. Alors c'est super pour le côté lit touristique, même si on n'a pas une vue sur 30 ou 40 ans, parce qu'aujourd'hui, vous verrez, on va parler aussi de réchauffement climatique et de comment on va l'aborder. Mais le côté négatif, c'est qu'en fait, on a beaucoup de propriétaires qui avant louaient à des saisonniers et des appartements qui n'étaient peut-être pas toujours bien rénovés. Aujourd'hui, les propriétaires ont rénové leur appartement, le louent, et du coup, on a beaucoup moins de propositions de location pour nos saisonniers, donc on se retrouve avec des difficultés. Les lits touristiques, on en reparlera vite fait quand Nicolas vous parlera de l'annulation du PLU, mais surtout, on peut penser que l'avenir économique de l'Alpe est maintenant assuré. Et donc, il nous a fallu parler et penser à autre chose depuis quelques années, notamment les lits saisonniers, les lits sociaux, les lits permanents, puisqu'il devient aussi difficile pour des personnes de s'installer de façon permanente sur l'Alpe pour des coûts d'achat de mètres carrés qui sont relativement élevés et qui fait qu'il est difficile de suivre. C'est pour ça qu'on a sorti, vous le verrez, 2 zones importantes, l'échappée qui est en cours de construction au virage 2 et les gloses, on en reparlera, ça fera l'objet d'une feuille, d'une partie du PowerPoint pour que vous puissiez analyser un petit peu mieux la situation. Donc le PLU, comment on le voit, comment vous allez aussi intervenir et comment au fur et à mesure, toutes les personnes qui souhaitent indiquer leur façon de voir les choses, leurs idées, eh bien tout ça est le bienvenu par rapport déjà à une commission PLU qui est assez large, où on retrouve à peu près 20 personnes, que l'on a régulièrement, et puis par rapport aux réunions publiques que l'on va faire là pour parler du plan d'aménagement de développement durable, c'est-à-dire une vue à long terme. Après, on va rentrer plus dans le détail, vous verrez au fur et à mesure qu'on avancera dans le planning du PLU, pour aller jusqu'au moment où on va parler de secteur, de hauteur, et on va revoir un peu ce qui était mis en place jusqu'à présent. Donc c'est pas demain, ça va prendre un peu de temps, mais ça veut dire que dans l'été, dans l'automne, on formalisera
un petit peu et on fera une réunion début décembre, je pense, pour acter la phase d'après, c'est-à-dire les secteurs, comment on voit les secteurs, comment ils sont aménagés pour pouvoir rentrer dans un PLU opérationnel qui fera l'objet d'une enquête publique, vous allez le voir, qui sera donc mis en place en 2025. En parallèle de tout ça, et Nicolas va vous le dire aussi, vous verrez qu'on s'est calé aussi sur le schéma de cohérence territoriale de Loison, donc le SCOT, puisque aujourd'hui il va imposer certaines choses, mais on y reviendra. Je vais laisser la parole à Nicolas et on va se partager la présentation tous les deux. Bonjour à tous. Donc du coup, comme Monsieur le maire vient de vous le dire, on en est vraiment tout en amont du lancement de la procédure sur le PLU. C'est la toute première réunion publique, donc l'objectif c'est de recadrer un peu tout le débat, tout le travail qui va venir pendant les 18 prochains mois. Et donc on voulait revenir dans un premier temps sur le contexte et les principales étapes, la composition du PLU, pour vraiment recadrer ce que c'est que ce PLU concrètement, comment il se compose et quelles sont les différentes étapes du travail à venir. Donc du coup, pour revenir au point de départ de ce travail, parce qu'on ne referait pas un PLU par plaisir, il a été annulé en février de cette année pour 3 motifs qu'il va falloir donc retravailler dans le prochain PLU. Le premier motif, c'était la détermination du nombre total de lits sur la station. C'est une problématique qui se trouve dans l'intégralité des stations de ski, de montagne, même sur le littoral. Les communes littorales ont ce même problème, de déterminer précisément le stock de lits qui existe sur la station. Les lits froids, les lits chauds, les lits tièdes, vous connaissez. Dans le PLU de 2019, il y avait eu des incohérences sur les chiffres qui étaient déclarés, et le tribunal est venu nous demander de revoir la copie et de refaire ce travail-là. Ce qu'on est en train de faire en ce moment, de reprendre tous les chiffres, de refaire un état des lieux pour avoir une photographie aujourd'hui de ce qu'il y a sur la station comme lit et la structure des lits et des logements qu'il y a sur la station. Le deuxième motif d'annulation, c'était la justification insuffisante du besoin en termes de création de lits nouveaux. En gros, si je schématise l'argument du tribunal, c'est vous prévoyez de construire davantage, mais vous ne justifiez pas pourquoi. Donc ça, c'est aussi un travail qu'on va devoir faire dans le prochain PLU sur la justification du modèle de développement de la station, calibrer le nombre de lits sur la station par rapport au domaine skiable, etc. Retravailler ce discours-là pour être cohérent sur le développement de la commune et le parti pris et la justification. Et le dernier point, c'était une estimation approximative du nombre de lits pouvant être mis sur le marché. Je schématise encore, l'argument du tribunal, c'est vous voulez construire davantage, agissez d'abord sur le parc existant pour remettre sur le marché locatif des lits existants qui ne sont pas suffisamment occupés avant de construire davantage. Sur ce point, c'est la même chose, on va avoir un travail qui va devoir être fait pour, d'une part, expliquer qu'aujourd'hui, sur la station, il y a on n'est pas comme une station comme Valto, où on a un nombre de lits qui est effectivement totalement inoccupé toute l'année. Sur les études qui ont été faites sur la commune, on a des chiffres qui montrent que beaucoup de lits dits froids sont en réalité occupés et qu'on a un potentiel de lits qu'on peut remettre sur le marché qui est finalement assez faible. Sauf qu'une fois qu'on a dit ça, il faut le démontrer. Et c'est du coup les études au futur PLU vont devoir alimenter cette justification et pour pouvoir apporter ce qu'attend le tribunal quand on lit ces 3 motifs d'annulation. C'est pas du fond. Le tribunal ne revient pas remettre en cause tout le modèle, tout le PLU. C'est uniquement des motifs formels qui nécessitent de retravailler la justification et retravailler les chiffres. Donc voilà, en gros, les 3 points majeurs qui devront être travaillés pour le futur PLU. Je ne sais pas si vous voulez rebondir. Non, je déroule. Donc du coup, on reprend ce PLU et la principale, il va devoir, entre 2019 et 2024, il y a eu des évolutions. La principale évolution législative qui va être à prendre en compte pour ce futur PLU, c'est ce fameux zéro artificialisation nette, dont on parle beaucoup dans les médias notamment. Alors je vous ai mis ce schéma à droite
pour arriver à bien comprendre la logique de ce qu'on appelle le ZAN. En gros, vous prenez la période 2011-2021 sur un territoire donné. Vous prenez la consommation d'espace sur la nature, ça vous donne un stock d'hectares qui est calculé en hectares. Sur ce nombre d'hectares consommés entre 2011 et 2021, l'objectif c'est d'ici 2031 de le diviser par 50. Vous prenez stock, vous divisez par 50 et ça vous fait le nombre d'hectares qui reste à construire sur la nature. Et ensuite, il y a une deuxième phase 2031-2041 et 2050 qui a pour objectif final le zéro artificialisation nette, donc 0 mètre carré de construit sur la nature. Donc ça, c'est à l'échelle nationale, hein, toutes les communes sont concernées. Il y a une première étape, un premier travail qui est fait au niveau de ce qu'on appelle le SRADET. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est le schéma directeur d'aménagement au niveau régional qui effectue déjà un premier travail de consommation d'espace échelle macro-région. Et ensuite, ça descend jusqu'à l'échelon communal, ce qui passe forcément par le SCOT, on va en parler juste après. Au SCOT, il y a eu un calcul du coup du nombre d'espace, de l'espace consommé entre 2011 et 2021, et qui sera diminué par 50, donc ça sera prévu dans le SCOT, diminution par 50 à horizon 2031. Et du coup, plus du tout de conso à échéance 2040-2050. À l'échelle, du coup, encore plus micro-communale, donc UEZ, la consommation d'espace, d'UEZ a été mise dans un pot commun au SCOT, et après, c'est le SCOT qui redistribue. Et pour UEZ, on a une conso qui correspond peu ou prou à l'éclose ouest, donc un coût qui est déjà parti. En gros, vous prenez... Après 2021, tous les permis de construire qui ont été délivrés vont venir en déduction de la consommation d'espace sur la période 2021-2031. Et donc du coup, on a l'éclose ouest, on a le virage 2, on a un certain nombre de projets qui viennent en déduction de cette enveloppe qui nous est attribuée. Mais globalement, c'est un enjeu pour énormément de communes de montagne et littorales surtout, dont le modèle est vraiment fondé sur la consommation d'espace. Au final, pour le PLU d'UEZ, il n'y a pas trop de conséquences dans la mesure où déjà au PLU de 2019, il y avait uniquement, quasiment, je vous mets les grosses mailles, mais pour ne pas rentrer dans le détail, mais il y avait uniquement l'éclose ouest qui était prévue en consommation d'espace. C'est prévu dans le SCOT. Donc du coup, il n'y a pas de modification, il n'y a pas de grande incidence pour nous. Au POS, avant, il y avait les PASSO, oui. Mais déjà, ce travail, il était avant, ça n'avait pas été consommé. Et du coup, le secteur des PASSO était déjà plus ouvert à l'urbanisation le sud des PASSO. Ouais. Mais oui, c'est ce que je dis. C'est pour ça que je ne voulais pas rentrer dans les détails, parce que si on va zone par zone, on s'en sort pas. Et je vous dirai après pourquoi on n'en est pas à ce niveau de détail aujourd'hui. C'est parce qu'on est vraiment en amont. Et ce que je voulais vous dire, c'était vraiment les grosses mailles, les grosses tendances. Et le ZAN, c'est un des principaux enjeux sur le plan urbanistique pour toutes les communes de France depuis la loi du 22 août 2021. Si vous voulez, on reviendra à la fin si vous avez des questions plus précisément sur l'application du ZAN sur le territoire. Le SCOT, du coup, c'était pour faire le SCOT est un document donc, qui est à l'échelle interco sur la communauté de communes de Loisan, qui traite tout un tas de sujets, dont l'urbanisme, dont le développement économique, enfin bref, ça balaye tout un tas de sujets à l'échelle du territoire de Loisan. Ce document, le plan local d'urbanisme doit le prendre en compte. Il y a un rapport de compatibilité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le SCOT est approuvé, on doit prendre en compte toutes ces préconisations et recommandations et le traduire, nous, localement. Les deux calendriers du SCOT et du PLU d'UEZ vont se suivre, dans le sens où nous, on a commencé le diagnostic, on verra après sur les étapes de la procédure, mais on a commencé le travail depuis l'annulation du PLU. Et le SCOT avait déjà commencé avant, et là ils envisagent d'arrêter le projet, ça veut dire que vous avez le projet finalisé, il y a une délibération du conseil communautaire de Loisan qui dit voilà le projet, il est soumis à enquête publique après, et après il est approuvé. Donc là, l'arrêt du projet, donc le travail est finalisé
à l'échelle de l'Interco, c'est en septembre 24, à la rentrée, on va dire à l'automne 24, une enquête publique qui va suivre durant l'hiver 24-25 pour une approbation normalement début 25, avec tous les aléas que ça comporte, parce qu'il y a énormément d'enjeux à l'échelle du SCOT. Donc, enfin, voilà, il n'y a pas de calendrier très précis, mais et ça vous donne un ordre d'idée sur l'approbation de ce document à l'échelle Interco. Et donc, du coup, vu que le PLU, comme disait Monsieur le maire tout à l'heure, on va le voir sur le calendrier, on vise une approbation à la fin 2025, il faudra prendre en compte tout ce qui sera arrêté dans le SCOT. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le SCOT ? Je vous dis, il y a énormément de choses. Il y a le diagnostic agricole, le développement économique, toute la politique mobilité, l'ascenseur valléen, qui est le projet qui devra être traduit dans le PLU d'Huez. Il y a notamment quelque chose qui est assez important, c'est l'interdiction du changement de destination des hébergements touristiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un hôtel, il y a l'interdiction de le transformer en résidence secondaire. Pour, en gros, la logique, c'est il y a des lits touristiques dans les communes touristiques où on essaye de maintenir ce stock, donc on interdit que ça parte en résidence secondaire. Il y a aussi tout un focus sur la performance énergétique et la rénovation énergétique de manière générale. Sur la thématique qui est classique, c'est encourager la rénovation énergétique du parc, notamment comme sur le territoire d'Huez où il reste pas mal de logements qui sont au niveau de la performance énergétique pas exemplaires. Donc du coup, c'est aussi une orientation qui est clairement exprimée à l'échelle du SCOT et qu'il faudra traduire dans le PLU d'Huez. Juste pour revenir là-dessus, pour compléter ce que dit Nicolas, l'hébergement touristique, c'est pour nous la clé de l'économie dans l'avenir. C'est-à-dire que si on laisse aller, comme ça a été le cas par le passé, où on s'est retrouvé à un moment avec 6-7 000 lits touristiques, là où on en avait 35 avant, c'est clair qu'on ne peut plus s'en sortir. C'est pour ça qu'on allait droit dans le mur. Et c'est pour ça que depuis une dizaine d'années, dès qu'on a la possibilité de le faire, on bloque sur tous les bâtiments construits par la mairie ou sur lesquels la mairie a son mot à dire, on bloque avec ce qu'on appelle une CAT, une convention d'aménagement touristique, qui impose Phoenix, Belle Aurore, les Cimes, l'Escapade, le Refuge, tout ça, ce sont tous des bâtiments sur lesquels, à chaque fois que la commune a la possibilité d'imposer, elle impose du lit touristique sur au moins 30 ans. Pourquoi ? Parce que si on laisse partir les lits touristiques, eh bien on sait que dans l'avenir, comme on ne pourra plus construire, eh bien l'affaire sera réglée, on n'aura plus d'économie, on ne pourra plus avancer. Alors c'est vrai que quelquefois, c'est pas facile de vendre un bien avec une convention d'aménagement touristique, on le sait, mais par contre, on tient à les garder parce que c'est vraiment notre avenir qui est entre les mains de ces conventions. Et aujourd'hui, tout à l'heure, je vous disais, on a assez de lits touristiques, on en a assez à l'instant T. Aujourd'hui, on est à 12 000, on a beaucoup de propriétaires qui louent, donc on peut voir venir avec à peu près 15 000 lits qui sont loués sur le marché toutes les semaines. Mais on n'est pas à l'abri demain d'un retour de propriétaires qui loueraient moins, de propriétaires en fonction des générations aussi, il y a des étapes de gens qui utilisent leurs biens pour louer ou pas. Et puis on a toujours la crainte qu'on perde des lits touristiques pour une raison XY qui ferait qu'un hôtel se déposerait le bilan ou ne pourrait pas être repris. C'est pour ça que le SCOT impose dans l'Oisans, donc aux deux Alpes, mais aussi à Eauze, à Vaujany, et à l'Alpe bien sûr, qu'on soit amené à garder la destination touristique du bien. Alors un hôtel n'est pas forcément obligé de rester en hôtel, on pousse pour qu'il reste en hôtel bien sûr, on sait qu'on a besoin d'hôtels 3 étoiles nous sur les événements et sur plein de choses parce qu'aujourd'hui on galère pour organiser des événements, alors on y reviendra plus tard, mais vous verrez que on a vraiment besoin d'avoir une destination touristique. Si un hôtel peut se transformer en résidence de touristes, c'est bien, en village vacances c'est bien aussi, mais par contre il ne pourra pas être vendu à la découpe, comme ça a été le cas par exemple des Gentianes qu'on a juste en face, où aujourd'hui on voit que les volets sont clos presque toute l'année, alors que c'était un hôtel avec une dimension touristique qui était bien marquée. Donc ça c'est important.
C'est vraiment une phase où il ne faut pas hésiter à émettre son avis parce que c'est à ce stade, c'est durant toute cette phase-là, surtout la traduction réglementaire, que le futur PLU se joue vraiment. Parce qu'après, donc du coup, en avril 25, il y a ce qu'on appelle l'arrêt du projet de PLU, qui est ce que je vous disais tout à l'heure sur le SCOT. On a fini le travail de traduction réglementaire, on a fini le PADD, on a fini de fixer toutes les règles sur l'ensemble des secteurs de la commune. On arrête le PLU, le conseil municipal dit que c'est, voilà, on arrête le travail. Et à partir de ce moment-là, le PLU, il est plus ou moins figé. Il peut être soumis à enquête publique, enfin, il est soumis ensuite à enquête publique qui aura lieu à l'été 25. Mais il faut savoir qu'une enquête, enfin, contrairement à ce que pense un peu tout le monde, l'enquête publique, c'est pas le moment où il faut donner son... Enfin, si, attends, vous pouvez tous donner votre avis, mais c'est pas le moment où stratégiquement c'est le plus malin si vous voulez faire évoluer le PLU, parce qu'on ne peut pas faire évoluer substantiellement le PLU après enquête publique. C'est une des règles, c'est la jurisprudence qui le fixe. On peut le faire évoluer à la marge, mais pas de manière importante. Du coup, s'il y a des... Voilà, d'où l'importance de cette phase de concertation et d'associer le plus possible, de venir s'associer le plus possible à la procédure pour faire valoir votre parole et vos idées et qu'elles puissent être prises en compte avant l'arrêt du PLU. Du coup, la phase d'enquête publique, je ne sais pas si vous connaissez, il y en a eu plusieurs, vous connaissez le mécanisme, il y a une enquête publique d'1 mois, il y a un registre dématérialisé. Vous pouvez émettre vos observations, il y a un commissaire enquêteur, enfin, c'est le classique d'une enquête publique. Et après l'enquête publique, le commissaire enquêteur remet son rapport, approbation ensuite, sous réserve d'avis favorable, on le vise au conseil municipal de novembre 25 pour pouvoir le voter à la mairie d'Huez. Voilà les principales étapes. Et je voulais juste, mais ça va être plus logique, voilà, la composition du dossier, c'est plus formellement que vous ayez une visibilité, mais c'est mieux en ayant en tête le planning. Le PADD, je vous l'ai dit, c'est le projet politique et les orientations qui guident le futur PLU. Le règlement, le numéro 3, la traduction réglementaire, c'est les planches graphiques et les règles écrites qui traduisent le PADD. Les OAP, les orientations d'aménagement et de programmation, c'est également ce qui traduit le PADD. Il peut y avoir une OAP, par exemple, si on veut mettre en valeur, si une orientation du PADD, c'est mettre en valeur le bâti patrimonial d'Huez, il peut y avoir une OAP, ce qui était le cas au PLU de 2019, sur Huez Village et le Vieil Alpes, où il y a encore une identité un peu architecturale qu'on veut préserver. Donc du coup, il peut y avoir un cahier des charges en disant qu'on préserve l'identité et l'architecture de ces secteurs-là. Ça peut être l'OAP, il y en avait une, chemin de la Chapelle, pour réglementer les hauteurs côté chemin de la Chapelle, où il y a des spécificités. Enfin, en gros, c'est quand il y a des secteurs qui ont une spécificité particulière qu'on veut venir encadrer, on peut mettre en place ces orientations d'aménagement et de programmation qui viennent préciser un peu plus finement les règles qui s'appliquent. Le rapport de présentation, en haut à gauche, le numéro 1, c'est... alors il va y avoir le diagnostic, ce que je vous ai dit, la photographie de l'existant, et ensuite la justification du projet. Donc en gros, le PADD ne se suffit pas à lui-même, il faut expliquer le détail de chacune des orientations et comment on a voulu le traduire réglementairement à travers les règles écrites et graphiques. Et puis après, il y a tout le volet environnemental sur les études environnementales des différentes sensibilités écologiques du territoire, les zones humides, la trame bleue, verte, etc. Et ensuite, vous avez les annexes où il va y avoir tous les documents qui s'ajoutent en plus du règlement écrit graphique. Ça peut être la déclaration d'utilité publique sur le lac Blanc, sur la gestion de l'eau. Ça peut être le plan d'exposition au bruit sur l'altiport, etc. Toutes ces règles, il y a le plan de prévention des risques sur les risques naturels. Enfin, c'est tout un tas de documents qui viennent s'ajouter aux règles du PLU lui-même. Voilà en gros les différentes étapes et puis la composition. Et je vais laisser la parole à Monsieur le maire sur les orientations du futur plan local d'urbanisme, étant précisé que c'est une réunion qui est vraiment en amont. Donc du coup, il n'y a rien j'insiste encore là-dessus, il n'y a rien qui est décidé aujourd'hui.
C'est juste, on est obligé de vous proposer un support et une base de discussion. Et les différentes, au cours des discussions qu'on a eues, notamment il y a une commission PLU qui est associée à l'élaboration du PLU d'UEZ. Et donc du coup, il y a ces orientations qui étaient ressorties au cours des discussions. Donc encourager la vie à l'année, mais après on vous les détaillera après. Encourager la vie à l'année, c'est-à-dire par le logement permanent notamment et saisonnier, où il y a une carence aujourd'hui qui est évidente et donc du coup qu'il s'agit de résorber. Le deuxième, c'est privilégier le confortement du parc actuel au regard du ZAN, ce qu'on a dit, les zéro artificialisation nette. On ne peut pas s'étendre sur la nature, donc l'objectif, c'est de se focaliser sur le parc actuel, là, dans la rénovation, ce qu'on dit, construire la ville sur la ville. Donc du coup, c'est privilégier le parc actuel sur l'extension sur la nature. Développer les mobilités décarbonées et douces, c'est notamment les transports en commun en site propre et l'ascenseur valléen. Et le dernier point, c'était un focus sur l'utilisation du domaine skiable qui cristallise pas mal d'attention. Et donc du coup, c'était opportun de faire un point sur comment on voyait ce domaine skiable sur les 10-15 prochaines années. Donc, par rapport à ce que vient de dire Nicolas, et sans justement avoir des idées complètement arrêtées sur l'avenir, c'est clair qu'à force de discussion en mairie, on envisage quelques orientations qui sont connues et reconnues. La vie de village, la vie à l'année, c'est ce qui est ressorti des premières thématiques que l'on a eues de réunion avec Rémi en Gelbrèche, que l'on a pris au mois de janvier dans le but d'organiser des réunions à terme sur l'avenir de l'Alpe d'Huez à long terme. C'est pas à court terme, c'est pas demain. Nous, élus, on se fiche de savoir, on sait bien ce qui va se passer dans les 5 ans. Le problème, il est plutôt de se positionner sur qu'est-ce qui va se passer dans 25 ans quand le niveau de neige qu'on a aujourd'hui à Huez Village, qu'on avait il y a 50 ans à Bourdoisan, qu'on a aujourd'hui à Huez Village, qu'on aura dans 25 ans avec un niveau de neige qui sera peut-être à 2100, eh bien comment on va faire en sorte pour pérenniser notre patrimoine, pour faire en sorte qu'on puisse avoir une économie quand même. Et c'est vrai que les dernières réunions, même avec les commerçants, sont arrivées à des conclusions de dire que notre intérêt, c'est d'avoir une vie à l'année, c'est d'avoir une vie de village, c'est d'avoir des propriétaires qui viennent souvent et des gens qui habitent sur l'année, qui restent à l'année, avec des commerces ouverts à l'année, avec une économie à l'année. On parle dans 25 ans, mais de 25 ans, c'est pas très loin. Et surtout, il faut se préparer parce que jusqu'à présent, je l'ai dit dans les derniers échos, vous l'avez peut-être lu, jusqu'à présent, les nivoculteurs, ceux qui travaillent la neige à la SATA, arrivent à faire de la neige de culture qui nous permet de fonctionner sur les pistes. Peut-être l'année prochaine, on aura une année sans froid, il n'y aura peut-être pas de neige au niveau de la station, il y aura peut-être de la neige un peu au-dessus. Donc c'est à nous de se préparer, c'est pour ça que depuis 15 ans, quand vous voyez à la SATA les travaux qu'on fait, quand vous voyez les volontés, ce que je vous disais tout à l'heure, de faire des télécabines sur le glacier, sur Villars-Recula et autres, c'est aussi pour se projeter pour l'avenir, pour être bien certain que même s'il y a peu de neige en bas, il y aura toujours de la neige jusqu'en haut. On annonce avec les études Climsnow jusqu'en à peu près dans 50 ans, encore de la neige sur le glacier. Bien sûr, ce n'est pas une science exacte, on ne sait pas ce qui va se passer, et tant mieux si ça inverse un peu. Mais en tout cas, dans l'état actuel, vu que c'est exponentiel, le réchauffement, eh bien, on pense que dans 25 ans, on aura peut-être moins de neige en dessous de 2100. En tout cas, il faut s'y préparer. Si tout va bien, tant mieux, mais c'est d'où l'intérêt de positionner la transition climatique, le changement climatique, qui donc nous amène à lisser, comme c'est écrit, les activités sur l'année. Bien sûr, on fait du hors-ski. Il y a déjà longtemps qu'on travaille sur le hors-ski, ça ne vous a pas échappé. Si on fait des événements l'été depuis longtemps, on en rajoute même encore chaque année. Pourquoi ? Pour avoir cette économie à l'année, pour avoir ce mois de mai et juin qui permettrait de continuer à travailler avec bien sûr une politique événementielle plus forte, le pastoralisme bien sûr, l'artisanat si demain on arrive à ouvrir un petit peu plus. C'est des mentalités qu'il va falloir qu'on invite à se modifier dans sa tête, parce que les choses vont changer, parce que même si aujourd'hui on se dit jusqu'à présent ça n'a pas changé, oui,
mais nous, on le voit bien, vous le voyez tous, il y a 30-40 ans, on laissait la voiture ici l'hiver, on ne descendait pas à Bourg, c'était trop difficile. Maintenant, aujourd'hui, les gens font de la navette facilement, d'où l'intérêt du télécabine d'ailleurs, mais il y a moins de neige. La neige est partie de Bourdoisan, elle est arrivée à Huez, aujourd'hui elle arrive au pied de l'Alpe, donc il faut se préparer et se préparer à avoir une période d'ouverture différente. Et puis bien sûr, je l'ai dit, l'échappée, les clauses ouest, qui sont aujourd'hui des propositions de logement pour les permanents, pour les saisonniers et même à caractère social. Caractère social pour entrer dans les critères sociaux, il y a à peu près 30 logements, l'échappée, les clauses ouest. Les saisonniers, on est dans des réflexions sur, par exemple, la SATA, qui veut construire un bâtiment pour ses saisonniers, la Folie Douce, qui veut construire un bâtiment pour ses saisonniers, des propriétaires, des commerçants qui veulent héberger leurs saisonniers, eh bien, on répond à cette demande. Et puis surtout, on a des tarifs maîtrisés qu'on a négociés avec le promoteur, avec les promoteurs, parce qu'il y en a deux différents. Un qui travaille avec l'affût de l'éclose ouest et l'autre qui travaille sur l'échappée, l'ancien bâtiment qui est en dessous des ponceaux, qui est en cours de construction. Et là, il y a des tarifs maîtrisés qui sont un peu plus de 5 000 € le mètre carré et qui permet d'acquérir un logement, par contre avec un engagement de 30 ans d'habitat permanent. Je m'engage à vivre ici pendant 30 ans. Si dans 3 ans je déménage, eh bien je trouverai quelqu'un qui viendra acheter l'appartement, il n'y a pas de problème, sauf que je ne le revendrai pas à 10 000, comme c'est vendu aujourd'hui à un propriétaire extérieur de l'Alpe, je le revendrai à 5 002. Je l'ai acheté à 5 100, je vais le vendre 5 002. C'est ce qui est prévu dans les actes notariés. Voilà un peu pour l'encouragement via l'année, et je vous encourage, il y a une journée avec Rémi qu'on a ouvert pour les propriétaires le 5 août, finalement on avait prévu 2 jours, on n'en fait qu'une, mais c'est intéressant et je pense que c'est une prise de conscience aussi qu'il faut que tout le monde ait, propriétaire, commerçant, pour l'avenir. Donc ça c'est la partie via l'année. Après la partie qui suit, Nicolas vous en a beaucoup parlé, et la loi zéro artificialisation nette, certains pensent qu'elle va arriver. Non, elle est déjà en piste, en route depuis 2021, d'où la nécessité pour nous d'essayer de sortir des lits assez rapidement, parce qu'on sait que de toute façon, dans l'avenir, ce sera fini, sauf bien sûr à faire des surélévations. Il y a des personnes ici qui ont acheté dans des surélévations, et s'ils louent, c'est encore mieux. Ce matin, on a inauguré les fermes de l'Alpe, eh bien, il y a beaucoup de locations, alors qu'il n'y avait pas de contrainte à cette époque-là de CAT, de convention d'aménagement touristique, mais il y a beaucoup de locations parce qu'il y a la défiscalisation, donc la mise en location, sauf que la mise en location, souvent, elle dure que 9 ans. Donc au bout de 9 ans, on ne sait pas trop, vous savez, même au Club Med, quand on a re-signé le bail, on a re-signé un bail, on a obligé le club à signer un bail, et les propriétaires du terrain surtout, à signer un bail d'aménagement touristique pour pas que le club demain, s'il dépose le bilan, il se soit repris avec quelqu'un qui ne fait pas de tourisme. On est obligé de le faire pour assurer la destination et l'économie. Bien sûr, les propriétaires, ça on l'a dit, et on s'est engagé dans une nouvelle convention qu'on est en train de signer avec l'État, la communauté de communes, les autres communes touristiques, à faire un point d'accueil pour les propriétaires, pour les saisonniers, même si aux Deux-Alpes ça marchait très bien, et en fait sur 150 logements, ils n'en ont plus que 50, parce que justement les propriétaires récupèrent leurs biens pour louer, parce que les Deux-Alpes, ça y est, c'est reparti aussi, la dynamique est repartie maintenant qu'on a refait des nouvelles remontées, donc ça va faire un peu comme ici, progressivement les propriétaires vont louer, et il y aura un peu moins de mise sur le marché de logements pour les saisonniers. Et puis les projets structurants, ça va être les slides d'après, vous verrez après les orientations. Orientation, mobilité, on a parlé tout à l'heure. Voilà ce qu'on a gardé. Au début, on avait fait plein d'études à la communauté de communes sur Vaujany qui vous fait un télécabine depuis le Vernet, sur qu'est-ce qu'il y avait sur Venosque, la transformation de Venosque. Bon, avec ce qui est arrivé dans la vallée du Vénéon, les élus de Venosque qui n'étaient pas très chauds pour changer le télécabine, ils sont en train de réfléchir à nouveau parce qu'ils voient bien qu'aujourd'hui, pour alimenter la vallée du Vénéon, eh bien, le télécabine en partant des Deux-Alpes est nécessaire. Donc peut-être qu'ils iront vers une augmentation du débit. En tout cas, malheureusement, ils ont une période difficile et on est avec eux et on a ouvert le télécabine jusqu'à point d'heure pour que justement les gens puissent descendre à Venosque plus facilement. Nous, donc, on a l'UAZ Express, le télécentre,
Et souvent des questions, qu'est-ce que vous pensez faire du télécentre? Aujourd'hui, un appareil qui tourne comme ça dans l'Alpe, on ne sait pas le remplacer, on ne sait pas faire. On a étudié des tapis, on a étudié plein de choses, mais c'est compliqué. C'est vrai que l'Alpe Express, l'US Express, vous savez que l'Alpe Express, pour info, c'est la troisième remontée mécanique la plus utilisée après le DMC et les marmottes. C'est l'Alpe Express, tellement il y a une vie qui, en fait, une obligation entre l'éclose, entre le Vieil Alpe, de remonter vers les bergers. Alors c'est vrai qu'on ne remonte pas vers le haut, et c'est pour ça que le télécentre a son utilité. Parking, bien sûr, on a récupéré, vous le savez, 320 places qu'on a achetées sous Odalis. On a 2 projets, enfin plus de projets, vous verrez tout à l'heure sur l'avenue des Jeux, on a un projet de parking d'environ 300 places, on ne sait pas bien. Sur les bergers, on y reviendra aussi, on a un projet de 600 places couvertes, 300 extérieures. Mais sur le Vieil Alpe aussi, on a un projet pour acheter des places de parking, puisque dans le Vieil Alpe, c'est vraiment pénalisant, il y a vraiment un gros problème. Et il faut qu'on arrive à mettre les voitures aussi dans des parkings souterrains, sachant qu'en plus, on va faire la place Jean Moulin, la place Pagalon, pardon, en espace vert avec très peu de possibilités pour les voitures de stationner. Et puis donc ça nous amène l'espace public. Vous voyez tout ce qu'on fait. Là, on a travaillé sur UEZ, on travaille sur la piétonisation des rues, les places aménagées, comme là derrière le Forum des Ancolis, où on veut laisser en espace vert avec peut-être une possibilité de mettre des voitures le jour du Tour de France ou le jour du triathlon si besoin. Mais le but là derrière, c'est de laisser vraiment un espace complètement vert avec des arbres et un côté sympa. Le domaine skiable. Le domaine skiable, aujourd'hui, la SATA a 10 conventions avec 10 communes. 7 sur le domaine de l'Alpe d'Huez, 2 sur les 2 Alpes, avec les 2 Alpes et Saint-Christophe, qui fait partie du domaine des 2 Alpes sur le glacier, et puis la Grave. On a constitué entre nous un pôle j'ai mangé le nom, un regroupement de toutes les communes autour d'un pacte d'actionnaires publics. Donc ça veut dire qu'on travaille ensemble, ça veut dire que les 10 travaillent ensemble, et les 10 délégations de services publics qui permettent à la SATA de s'occuper de nos domaines skiables et de nos domaines VTT nous amènent justement à utiliser de plus en plus les remontées mécaniques en direction de booster le domaine skiable. On a un problème pour monter à 3000, on en est conscient. On a un problème depuis que sur le Fresnay, on a perdu le télésiège. C'est pour ça qu'on travaille avec le maire du Fresnay pour changer le télésiège en télécabine là-haut et garder les gens le plus possible sur le glacier. On a un problème depuis les bergers, puisqu'on avait commandé un télésiège qu'on n'a pas pu mettre en place, puisqu'on a un propriétaire qui s'est opposé. Et puis, on a un projet aussi au Lièvre Blanc pour remonter jusqu'aux Marmottes. Tout ça, c'est dans les programmes de DSP. Les programmes de DSP, ce sont des programmes qui sont lancés, et c'est un peu le problème toujours de ces programmes, c'est des programmes qui peuvent durer 30 ans, mais en fait, ils sont lancés à un instant T, et on sait très bien, quelquefois, 4-5 ans après, on n'est plus tout à fait dans les mêmes zones. Donc ça s'appelle après faire des avenants de DSP. Bon, l'État n'aime pas trop ça, mais ça fait partie quand même du jeu. Et en fait, on est obligé de savoir exactement au début de DSP tout ce que l'on veut faire sur les 30 ans. Nous, on a lancé des DSP sur Auze avec les 2 télécabines à changer, sur Vaujany avec de l'apport en eau, sur le Villars-Recula avec un changement, je vous disais, du télésiège, sur le Fresnay avec le télécabine, chez nous avec le Lièvre Blanc et le Loup Blanc qui devait partir des bergers. Tout ça tous ces investissements sont prévus dans les DSP. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'aujourd'hui, avec nos banques, on a déjà constitué le pactole nécessaire, 250 millions, pour faire tous les travaux nécessaires sur les 10 prochaines années, même 5, même si nos DSP vont jusqu'à 30 ans. On fait toujours des travaux en début de DSP et après on les amortit sur la longueur. Mais donc, on a le financement déjà pour tous les projets que l'on veut, hormis le crédit bail qui a déjà été consommé sur les 2 Alpes pour le nouveau télécabine qui monte là-haut, sur le glacier. Un petit mot sur le centre technique SATA. On avait prévu de déplacer la mairie, le centre technique municipal et les garages des dameuses SATA à l'Altiport. On a eu un recours de personnes là-bas qui, je le dis, je ne sais pas s'ils sont dans la salle, mais n'ont pas été corrects. Des gens incorrects, ça existe, même pour des gens qui ont de l'argent. C'est grave, mais c'est comme ça. Ça nous a fait perdre beaucoup d'argent, beaucoup de temps.
Et on a là-bas été amené à arrêter le projet alors qu'on avait bien avancé. On va repartir sur un projet plus light qui correspond mieux à ce qu'il nous avait demandé, mais il aurait mieux fait de nous le dire tout de suite ce qu'il voulait. Et pour un déplacement uniquement des dameuses vers l'altiport. Pourquoi? Parce que les dameuses qui traversent les routes, parce que les dameuses qui traversent le lac, on en a tous ras-le-bol, on en a tous marre de refaire des traversées de route en béton chaque année, et puis le risque qu'on prend à chaque fois qu'une dameuse traverse la route. Donc on va déplacer les dameuses là-bas. On espère que cette fois, ils nous laisseront poser un permis de construire tranquillement là en ce moment pour pouvoir déplacer nos garages. Et du coup, les garages mairie, on les déplacera de très peu puisqu'on se mettra à la place des garages SATA. Dans les garages SATA, il y a déjà un brûleur en HVO, en huile végétale organique, comme toutes les dameuses qui sont en HVO. La SATA a fait l'effort l'année dernière de passer toutes ces dameuses en HVO. Je rappelle que ça fait 90% de gaz à effet de serre en moins. Par contre, ça fait 20% de prix en plus. Mais c'est un choix qui a été fait et j'en profite pour le dire. Donc voilà ce qu'on pense faire sur cette partie qui concerne un peu le domaine skiable. Je ne vous parle pas des pistes VTT où bien sûr on fait le maximum pour en refaire. Je ne parle pas de la neige de culture qu'on essaie d'améliorer chaque année, des tapis, des choses comme ça, des arbres que l'on pose aussi pour protéger les tapis pour qu'ils soient moins. Mais c'est tout un travail qui se fait en osmose avec la SATA et les 10 communes. Les slides d'après, c'est sur les projets structurants. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'insiste vraiment là-dessus. On est en amont, donc du coup, là, c'est vous présenter. Il y a 3 secteurs, les BRG, l'avenue des Jeux et les Closes Ouest, qui ont vocation à muter. Et donc du coup, c'était de faire un focus dès maintenant sur les enjeux de ces 3 secteurs-là et ce qui est envisagé, même si, encore une fois, rien n'est arrêté. Alors, on commence par les bergers et Laurence, la présidente de la copro du centre commercial, est là et c'est très bien parce qu'on travaille vraiment en osmose pour faire en sorte que le centre commercial à la fois puisse se rénover, se bouger un peu. C'est une entrée de station qui, il faut bien le reconnaître, doit être aménagée autrement. On ne peut pas continuer à avoir quelque chose d'aussi impactant et d'inesthétique en entrant sur la station. Donc on a le projet avec Vinci qui était devant le centre commercial. Ce projet était assez conséquent. Il faisait partie d'un des dossiers UTN, Unité touristique nouvelle du SCOT. On l'a arrêté. On l'a enlevé parce qu'on s'est dit que de toute façon, recréer des lits à cet endroit-là, c'était plus la peine d'y penser. On va le faire autrement, avec beaucoup moins de lits. On va chercher d'autres structures, bien sûr un peu de lits touristiques mais limité, et puis un peu de lits saisonniers, un peu de mélange de pas mal de choses, parce que en dessous de ce projet, on compte faire 600 places de parking couverts, dont une partie qui sera destinée aux commerçants, et puis une partie découverte pour que les gens puissent continuer. Donc ça fait à peu près 900 places au total, comme c'est indiqué là. Je crois que c'est pas mal. En plus, l'avantage de ce qu'on va certainement proposer au centre bientôt lors d'une réunion qu'on va faire à la fin du mois, on vient de caler une date avec Laurence, sera de garder un espace qui ne sera pas construit devant le centre commercial, qui permettra de conserver une vue. Et puis, peut-être dans 20, dans 30 ans, eh bien, certains qui seront à notre place auront envie de construire. S'il manque des lits, ce sera toujours une possibilité faisable, mais ce n'est pas fait pour. Aujourd'hui, c'est un espace vert à l'entrée de la station. Et puis, on respecte tout ce qu'on a dit aujourd'hui aux commerçants du centre des bergers. La valorisation du front de neige avec l'école de ski, la SATA qui veut refaire des caisses extérieures plus sympas, plus adaptées à ce qu'on fait aujourd'hui, avec bien sûr un centre commercial refait, rénové, isolé et puis plus performant. Et des dessertes, maintenant on en a déjà pas mal, donc c'est la requalification un peu de cette entrée de la station. L'autre projet structurant est un projet qui va faire l'objet, Nicolas parlait tout à l'heure de OAP, eh bien, c'est justement, certainement, dans ce secteur où on pourra mettre un secteur en déterminant vraiment précisément des hauteurs, des gabarits, et ça on le fera, on l'a déjà fait un travail avec les commerçants. Maintenant, on est en réunion publique aujourd'hui ouverte à tous, on va refaire des réunions avec les gens de l'avenue des Jeux, puis des réunions publiques comme aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui est proposé aujourd'hui ? C'est
de déplacer piscine et patinoire sur le côté sud du Palais des Sports. Ça, c'est acté définitivement. On n'a pas le choix. Si on veut conserver une patinoire, il faut qu'elle soit liée à la piscine pour faire un échangeur de chaleur. Si on fait une patinoire indépendante de la piscine, les coûts d'entretien sont trop importants, donc ce n'est pas possible. Donc il faut que les deux soient jumelés. Les deux soient jumelés, on a essayé de les positionner dans l'avenue des Jeux, c'est pas possible en termes de hauteur, c'est trop impactant. Donc on est revenu à l'Agora, l'Agoralp, c'est le nom qu'on veut donner au palais, mais surtout le Forum des Ancolies, côté sud, juste là derrière. L'idée, c'est de faire, à la place de la piscine couverte, une piscine couverte et découverte en été, quelque chose qui soit multicarte pour faire hiver et été, bien sûr couverte l'hiver, peut-être avec une possibilité d'ouvrir les portes largement sur l'été, et surtout avec une patinoire juste en dessous, pour pouvoir avoir cet échangeur de chaleur dont je vous disais, où on peut économiser beaucoup de coûts de construction. Aujourd'hui, la patinoire, la piscine nous coûte très cher. Et donc certains, quand on a travaillé avec les commerçants, sur le coup, nous ont dit « mais on va perdre notre intérêt à l'avenue des Jeux ». Pas du tout, parce qu'aujourd'hui, la piscine, qu'elle soit là ou qu'elle soit ici, ce sera un peu la même façon de voir les choses. C'est pas la piscine qui amène forcément des gens. Par contre, ce qui va amener des gens à l'avenue des Jeux, c'est de rester sur une avenue des Jeux commerciale, sur une avenue des Jeux dynamique. Et c'est pour ça que la proposition, là, si je veux revenir juste en arrière, Nicolas, c'est de dire, regardez, toute cette phase de travaux ici, eh bien, on gardera un sens, vous voyez au milieu en marron, on gardera un sens unique pour les bus, les voitures, pour que les gens puissent aller dans leur parking. On a eu ce genre de remarques, ce qui est logique. Mais par contre, ce sera uniquement du piéton sur toute la phase marron. Et donc, la priorité aux piétons dans tout le secteur. C'est pour ça que cette année, on a commencé à limiter les voitures. Le but à terme, c'est de les limiter complètement. Bien sûr, en assumant le fait que sous les bâtiments qui sont à gauche, qui sont aujourd'hui des rectangles qui sont posés comme ça pourrait être le Sporting au milieu, des chalets en haut, un petit hôtel en bas, on ne sait encore pas. On n'a pas de hauteur de toute façon, si ce n'est l'engagement qu'on a pris auprès de la Copo de la Mélandière, de ne pas monter à plus de 6 mètres par rapport à l'avenue des Jeux, ce qui existe aujourd'hui sur la piscine. Et donc sur ce secteur-là, on pense faire 300 places de parking public pour que justement les personnes puissent aller se garer avec le même principe que tout le reste. La première heure est gratuite. Puis maintenant, tout le monde a un abonnement à l'année, donc c'est vrai qu'on a des abonnements pas chers. Même si nos parkings ont souvent peu de voitures dedans, ben, toutes les places sont prises. Et donc c'est stationnement, piéton, réorganisation de toute la phase devant les commerces avec des possibilités de dépôt minutes sur l'agence, sur la pharmacie, et choses comme ça. Et puis sur la partie que vous voyez en bas, le rectangle, enfin c'est un rectangle aujourd'hui, mais ça peut être rond demain, on verra bien dans le projet, c'est une petite patinoire éphémère pour l'hiver, pour avoir aussi un centre pour mettre la surfaceuse et un point d'accueil de l'Office du tourisme pour que, à cet endroit-là, vous l'avez vu cette année autour de la patinoire, ça marche bien parce qu'il y a un espace large, il y a un espace sympa, et là le but c'est de faire exactement la même chose avec peut-être, ce que vous voyez à gauche, le trou entre les deux secteurs, ben peut-être un retour skieur jusqu'au milieu de l'avenue des Jeux. En tout cas, c'est un petit peu ce qu'on a en tête. Donc c'est booster les commerces, permettre aux commerçants d'avoir un turnover de leurs clients, permettre bien sûr en bas, vous voyez au rond-point, d'avoir un accès au parking, qui sera donc le parking couvert. C'est pour ça qu'en bas, vous êtes à double sens jusque... Alors, ce rond-point, il est matérialisé comme ça. On fera plutôt un tourne à gauche, on fera un truc simple. On l'a vu avec les commerçants, on va le supprimer ce rond-point pour pas qu'il y ait trop d'impact sur les commerces qui sont à côté. Et puis bien sûr un espace paysager avec plus d'arbres, plus d'espace vert, quelque chose de sympa qui boostera un petit peu. À l'intérieur, vous savez que le Sporting a été acheté par la famille Montel. Leur objectif, c'est de mettre un bowling, c'est de mettre des jeux à l'intérieur, c'est de booster l'avenue des jeux avec des commerces qu'on fera en harmonie avec les commerces existants pour que justement il y ait une osmose de cet espace. Et ça, ce sera donc une orientation d'aménagement et de programmation, une OAP, comme l'a dit Nicolas, qui sera donc bien précisée avec peut-être les hauteurs en haut 6 mètres, hauteur en bas on ne sait encore pas, peut-être 13 mètres, j'en sais rien. En tout cas, on prendra en compte ceux qui sont en bas. On sait que tous ceux qui construisent veulent avoir la vue et après ne veulent pas laisser la vue aux autres devant. C'est la nature qui est comme ça. Mais en tout cas, on sait qu'il ne faut pas qu'on impacte les bâtiments en face qui se sont rénovés
et les bâtiments existants. Donc il faut faire quelque chose de valorisant, mais de peu impactant. Alors ça, donc, c'est l'OAP, et c'est là, justement, où vous pourrez apporter, vous aussi, vos idées. Si vous avez d'autres idées, vous n'hésitez pas. On a fait beaucoup de réunions, nous, avec les commerçants pour démarrer, mais maintenant, c'est ouvert au public, et donc tout le monde peut donner son avis sur cet aménagement de la Nuit des Jeux, qui est quand même l'axe central, l'axe qui va rester comme l'axe touristique et puis commerçant de la station. Donc là, vous avez, et Nicolas, vas-y, si tu veux. Ah, pardon. Donc, juste pour vous dire, on a repris ce que je viens de vous dire à peu près globalement, avec les grandes lignes. Et puis, à droite, surtout, il vous a mis la partie qui est le forum. À gauche, vous avez le Darien Nord pour vous représenter. En bas, vous avez Audalis. Et donc, vous regardez, ça, c'est l'espace vert qu'on veut créer sur cet espace, avec ce qui est encadré en rouge, la piscine actuelle couverte, où on viendrait se caler sur cet espace. Aujourd'hui, on a un projet, mais après, il y aura un appel à projet. Vous savez comment c'est en mairie, c'est souvent assez long pour arriver à trouver le bon projet. Et on aura peut-être de bonnes idées. Aujourd'hui, le projet qu'on a, c'est une patinoire et puis une piscine au-dessus, avec le dessus de la patinoire qui sert de plage en plein sud, côté Audalis. C'est vrai que c'est fabuleux cet endroit-là. Mais de toute façon, cet espace sera drainé comme ça, avec une partie en bas qui peut être occupée par Tomorrowland dans l'avenir, pour enlever quelques bâtiments et quelques structures sur le côté nord du palais. Donc c'est le côté sud, le forum des Ancolis, et ça nous paraît sympa de dynamiser et de conserver cet espace en espace vert. Il y a le télécabine qui est là de toute façon, c'est inconstructible. Donc vous voyez, on peut mettre des arbres en dessous, et encore, il faut qu'on fasse attention à la hauteur des arbres. Et puis le projet que vous connaissez tous, puisque c'est un projet, je pense que ça fait bien 20 ans qu'on travaille dessus, voire même un peu plus, puisque l'AFU a été créé en 2003-2004, et donc aujourd'hui on est en 24. Donc vous voyez, on a eu le permis d'aménager l'année dernière. La route que vous voyez en bas, c'est la route des Passos, le tunnel qui passe sous le télécabine là, et la route qui monte juste avant le nouveau pylône que vous avez TDF, qui va sur la route des Passos, et donc vous montez en zigzag jusqu'en haut. Le pylône, d'ailleurs, qui est en haut de l'éclose, sera supprimé là, fin d'été. Ils sont en train de déplacer tout ça. Et donc, sur cet espace ici, eh bien, vous avez ce que Nicolas vous a mis à côté du logement, avec un peu plus haut en bas qu'en haut. En haut, c'est R plus comble. En bas, c'est beaucoup plus haut, enfin, façon de parler, puisqu'on arrive à 13 mètres, je crois, le maximum. Donc, on a fait attention, justement, à ne pas gêner. C'est un espace assez sympa. L'avantage, c'est que c'est en plein cœur de ville et que c'est pratique pour le vieil Alpes qui bouge, qui, aujourd'hui, on le disait il y a 10-15 ans, mais aujourd'hui, c'est le cas. On l'a vu encore ce matin avec la façon dont ils ont eu, au FH, de commercialiser le programme des fermes de l'Alpe. Donc voilà tout ce qui est prévu ici, et c'est, comme l'a dit Nicolas là-dessus, vous l'avez écrit, c'est cette consommation-là qui sera prise dans le SCOT pour les 50 prochaines années. Il n'y en aura pas d'autres. Ça refroidit. Et voilà, je présume qu'avec ce qu'on vous a dit là, les idées, les orientations, vous avez certainement des questions. Eh bien, c'est le but. Aujourd'hui, demain sur le site internet, après-demain même en mairie, si vous avez besoin d'une réunion pour venir nous voir, prenez rendez-vous, venez nous voir. C'est bien d'échanger, que vous ayez des réponses aux questions que vous avez au fond de vous-même. Mais si on a ce soir, eh bien, c'est avec plaisir qu'on essaiera d'y répondre dans le cadre de